Nous recevons maintenant l'invité de Paris Direct. Bonjour, Cyril Bruyel. Bonjour. Fondateur de 20 Questions to the World, 20 questions au monde, et vous publiez, Nous, humains, 20 questions posées à 750 personnes de 80 nationalités, 15 000 réponses, une enquête inédite à travers le monde. D'où est venue cette idée folle? J'ai monté ce projet en mi-2016, à l'époque un peu perdu dans le chaos médiatique et surtout incapable de faire la part des choses dans toutes les informations que je recevais. Et avec la sensation que quoi que je lise, quoi que je regarde, on essayait toujours de me mettre quelque chose dans la tête. Et donc je me suis dit que le meilleur moyen de comprendre le monde, c'était sûrement d'aller poser des questions aux gens. Donc j'ai listé tout un nombre de sujets que je voulais aborder avec les personnes que j'allais rencontrer, l'éducation, le futur, la religion, les peurs, les rêves, les besoins. Je me suis dit, je vais aller poser ces questions à des gens aux nationalités, mais surtout aux profils sociaux extrêmement variés partout dans le monde. Des chefs d'entreprise, des particuliers, des femmes de ménage. Les questions vont du très simple, de quoi avez-vous besoin ou peur, par exemple, à fermer les yeux, vous êtes en 2100, qu'est-ce que vous voyez? Sur quelle base, Cyril Bruyel, les avez-vous établies, ces questions? On me demande souvent si j'ai travaillé avec des sociologues ou d'autres personnes dont c'est le métier de travailler des questions comme ça. C'est pas vraiment le cas. J'ai surtout cherché à avoir des questions extrêmement ouvertes. En fait, toute la difficulté réside dans le fait que les questions qu'on écrit doivent être compréhensibles à la fois par un businessman à New York et par un nomade en Mongolie. Donc il faut que ce soit des questions très ouvertes. Et ensuite, je voulais éviter des questions qui appellent trop la mémoire courte. Si je vous dis qu'est-ce que vous pensez du monde actuel, ça risque de vous faire penser aux infos que vous venez de voir sur France 24, par exemple. En parallèle, j'ai préféré avoir des questions qui appellent l'imagination des gens. C'est-à-dire que la question sur le monde, par exemple, c'est si vous deviez décrire la planète à un extraterrestre, qu'est-ce que vous lui diriez? Ça fait prendre un petit pas de recul et ça fait plus appel à l'imagination. Ça peut aussi être, si aujourd'hui on vous donnait 1 million de dollars, qu'est-ce que vous en feriez? Si vous deveniez président américain, quelle serait votre première réforme? Alors, vous parcourez la planète, les États-Unis, la Russie, l'Iran, l'Argentine, la Bolivie, la Mongolie. Une surprise, puisque en Mongolie, pardon, vous demandez à la personne en face de vous quelle est la personne la plus heureuse sur Terre. Elle répond moi. Et vous lui demandez de quoi avez-vous besoin. Elle dit rien. C'est un peu surprenant. Alors en effet, il y a cette première tendance assez marquée en Mongolie. On analyse toutes les réponses. Toutes nos réponses sont référencées et catégorisées dans une base de données pour en tirer des statistiques. Et cette question sur le bonheur, selon vous, quelle est la personne la plus heureuse du monde, a eu une tendance assez extraordinaire en Mongolie, puisque 60-70% des gens ont répondu moi, alors que dans les autres pays, c'est plutôt 5 à 10%. C'est sûrement fortement lié à leur mode de vie qui est très nomade. 50% de la population est encore nomade, et pour ceux qui ne le sont plus, ils l'étaient une génération avant. Et c'est un mode de vie très paisible, et en effet, pour ces populations-là, et ça c'est une tendance qui se vérifie à l'échelle globale, même c'est les gens qui se sont dit les plus heureux, sont souvent les gens qui avaient besoin de rien, et je pousse même l'analyse un peu plus loin, c'est que c'est souvent les gens qui vivaient dans des conditions les plus précaires ou les plus simples. Parlant d'analyse, Cyril Bruyel, votre livre, que j'ai pris plaisir à lire, je peux le confesser, il a tout du petit traité d'histoire, de journalisme, d'anthropologie, de psychologie, de géopolitique, de relations internationales ou même de psychologie. Cette approche transversale, telle que moi je l'ai comprise en lisant votre livre, c'était pour vous nécessaire pour réussir cette démarche-là? J'ai un vilain défaut, c'est que je veux comprendre les choses de manière objective et vraie. J'ai essayé d'arrêter aujourd'hui, le but n'est plus de comprendre mais de rapprocher. Mais oui, j'avais cette volonté d'être très transverse, d'aborder tous les sujets. Ça a ses qualités, ça a ses avantages et ses inconvénients, c'est-à-dire qu'on a l'impression parfois de ne pas rentrer assez dans certains sujets en particulier. Parce que la sous-question, c'était qu'est-ce que vous aviez envie de raconter que ces sciences-là, ces sciences sociales, n'avaient pas déjà raconté? En fait, j'avais rien envie de raconter. Je savais pas du tout ce qui allait m'arriver. Je savais que je m'engageais dans un projet à long terme. C'était pas du tout un projet de voyage. C'était une quête de compréhension. Mais je savais pas du tout ce qui allait en ressortir à la base. Aujourd'hui, on a envoyé plus d'une quinzaine d'équipes qui continuent à poser ces questions. Donc c'est une quête qui ne s'arrête pas. On crée nous des concepts terrain créatifs pour diffuser nos messages d'humanité. On en parlera peut-être. On a créé une borne où les gens peuvent venir répondre à des questions posées par d'autres personnes.
Donc c'est une aventure qui continue, mais à la base, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. On va y arriver tout à l'heure. Il y a dans votre livre des choses qui relèvent presque du journal intime. On pense par exemple à votre anniversaire aux États-Unis. Quelle a été la frontière, Cyril Bouyel, entre ce qui relève finalement de la science, en quelque sorte, hein, de l'économie notamment, parce qu'on apprend pas mal de choses, et ce qui relève finalement de l'intime, du privé, de choses qui ne regardent que vous? Il y a deux approches là-dedans. Moi, je suis très factuel et j'aime pas forcément parler de moi. Mais après, quand on raconte un livre, quand on raconte une histoire, il faut bien mettre un peu des formes et que le lecteur s'identifie aussi à la personne qui raconte cette histoire. Après, cette frontière, encore une fois, l'objectivité n'existe pas. Donc même moi, quand je pose la question, en fait, dès que je la reçois, elle passe par mon filtre subjectif et par mon filtre d'analyse, même si j'essaie de la retranscrire objectivement. Donc là, il y a forcément aussi un peu de personnel et de subjectivité dans ce livre. J'ai noté, Cyril Bouyel, dans votre livre, et vous le disiez tout à l'heure, que vous étiez assez critique envers les médias. On pourrait vous objecter que c'est un peu dans l'air du temps, parce que les médias sont rendus responsables de pas mal de choses. Mais vous qui avez voyagé, en quoi, par exemple, cette planète est-elle différente de ce que décrit la presse, tous supports confondus? Je suis pas tant critique envers les médias que contre le... Aujourd'hui, en fait, n'importe qui peut donner son opinion, n'importe qui peut être un leader d'opinion, parfois sans justification. Et donc, heureusement qu'il y a des journalistes comme vous qui continuent à relayer l'information de manière étayée et documentée. Mais aujourd'hui, il y a le fait qu'on peut être assez facilement perdu dans toutes les informations qu'on reçoit. La deuxième partie de votre question, excusez-moi, j'ai oublié. En quoi, par exemple, la planète est différente de ce que décrit la presse? Pardon. Moi, je suis parti assez pessimiste donc, en 2016 et je suis rentré avec une foi sans limite dans l'être humain parce que j'ai vu beaucoup plus de similitudes que de différences. Et pour en revenir aux médias, on nous rappelle tous les jours ce qui nous différencie, mais pas du tout assez ce qui nous unit. Donc aujourd'hui, c'est le message que porte l'association parce que moi, j'ai pris un shot d'humanité assez intense et c'est aussi ce que racontent généralement les équipes quand elles rentrent. Et donc c'est vraiment le message qu'on porte, qu'on est beaucoup plus les mêmes qu'on ne le croit. Et que dans un monde où nos enjeux sont très vite globalisés, où on est beaucoup plus liés les uns aux autres qu'avant, il est nécessaire de promouvoir un peu une empathie humaine, disons. On va revenir tout à l'heure sur l'association, la structure que vous avez fondée consécutivement au livre. Mais peut-être un mot sur le financement de votre voyage, puisqu'un an autour du monde, ça coûte. Et si j'ai bien compris, votre démarche a été financée en partie par Nestlé, et qui fait l'objet, comme vous le savez aussi, de critiques assez vives en matière environnementale. Votre démarche s'est voulue assez écologique, si j'ai bien compris. Est-ce que ce n'est pas incompatible? Non. On travaille avec Nestlé Waters, donc embouteilleur d'eau, en effet, avec une position parfois qui est très critiquée, souvent même. Ce qu'on propose, nous, aux organisations, c'est d'ajouter des questions à nos questionnaires. On a des équipes qui partent en permanence. On dit que vous soyez Nestlé, que vous soyez PandaCraft, qui est une boîte dans l'éducation. Vous pouvez ajouter des questions, on va les poser à toutes les personnes qu'on interviewe. Et ensuite, on pourra créer des contenus en collaboration avec les réponses obtenues. Aujourd'hui, avec Nestlé Waters, on a développé une plateforme qui s'appelle 20 Questions About Water, où on retranscrit des témoignages de personnes qu'on a collectées, plus des interviews d'experts, et des experts de WWF, de grandes ONG qui, eux non plus, ne sont pas forcément pour Nestlé, mais pour apporter une information, encore une fois, étayée, sur la base des témoignages qu'on a collectés. Donc on sait qu'on traite de l'information qui préoccupe les gens. Et d'une certaine manière, je pense que en ramenant moi-même tous ces témoignages à Nestlé Waters, je les aide aussi à mieux comprendre ce que pensent les gens et ce qu'attendent les gens sur leurs enjeux à eux. Qu'est-ce que vous faites de ces informations, de ces données? Vous les appelez des témoignages, mais ce sont des données. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que, par exemple, vous envisagez de les passer à des décideurs politiques pour une meilleure prise en compte de l'humain? Déjà, qu'est-ce que vous en faites? Je ne veux pas influencer votre réponse. Comme je vous disais, on les références, on les catégorise dans une base de données. Je peux vous dire, par exemple, sur la question du futur que vous mentionnez tout à l'heure, fermez les yeux, vous êtes en 2100, qu'est-ce que vous voyez? Je peux vous dire que, globalement, 60 à 70% des gens ont une réponse négative, pessimiste, et à 50% d'entre eux, c'est parce qu'ils parlent de technologie et de progrès. Ça, c'est des tendances qui permettent ensuite de mettre en perspective, de s'amuser à les analyser. Est-ce qu'un jour, on va les donner à quelqu'un, les vendre? Sûrement pas, c'est pas du tout l'objectif.
Maintenant, si un jour quelqu'un veut s'amuser avec pour aller plus loin, avec plaisir. Encore une fois, on n'est pas sociologue, donc il y a sûrement des choses à faire qu'on n'a pas encore faites avec ces données. Donc la démarche se perpétue. Une structure, 20 questions au monde. Comment fonctionne-t-elle, Cyril Bruyel? Elle a l'air de tourner à plein régime à vous entendre. En effet, il y a deux choses. C'est que quand je suis rentré, moi, fin 2017, j'avais deux objectifs. C'était à la fois diffuser le message d'humanité incroyable qui ressortait des 500 premières interviews et faire en sorte qu'on ne s'arrête jamais de poser ces questions. Sur le fait de continuer à poser les questions, comme je vous le disais, aujourd'hui, il y a plus de 15 équipes qui sont parties ou en partance pour poser des questions partout dans le monde, parfois avec des thématiques précises, 20 questions to women, 20 questions to children. En tout cas, c'est une exploration sans fin. On les aide à se financer de la même manière que moi, je m'étais financé avec Nestlé Waters ou d'autres entreprises. Sur la partie diffusion du message, on crée des concepts créatifs dans le but de faire passer nos messages d'humanité de manière enthousiaste. On ne veut à aucun moment être pessimiste, ni être optimiste naïvement, mais en tout cas, on veut que ça soit une démarche assez positive. Un exemple concret, c'est imaginez un photomaton qu'on a fait designer. La dernière question de notre questionnaire qu'on pose à tout le monde, c'est « Et vous, quelles questions aimeriez-vous poser au monde entier ?» Donc on a collecté déjà 1000 nouvelles questions de toutes les personnes qu'on a interviewées. Je voudrais savoir pourquoi il y a la guerre dans le monde, je voudrais savoir ce qui rend les gens heureux. Quand vous rentrez dans cette borne, vous avez un écran avec une mosaïque de visages. Quand vous cliquez sur l'un de ces visages, vous voyez cette personne qui vous pose sa question en vidéo. Vous pouvez y répondre, votre réponse sera filmée et envoyée à la personne qui l'a posée. La démarche interactive connectée Cyril Bruyel, le livre coûte autour de 20 €, 19,90 €. Pour ceux qui sont hors de France, qui n'auraient pas les moyens, pour X raisons, de se le procurer, comment accéder à ce texte? Eh bien, il faut le traduire et j'espère qu'il sera Moi, j'ai pensé plutôt au flashcode, par exemple. Il suffit d'avoir... Ah oui, en effet, dans le texte, dans le livre, il y a des QR codes que vous pouvez flasher. Et ça Je vous souffle même les réponses. Non, mais c'est vrai que sur notre site, tout est en anglais. Il y a énormément de contenu vidéo sur notre site, sur nos réseaux sociaux qui sont en anglais parce qu'on veut que ce soit une démarche globale, évidemment. Et donc, vous pouvez accéder à tous les témoignages en ligne. Où qu'on soit dans le monde. Parmi les questions supplémentaires qui ne sont pas dans le livre Cyril Bruyel, il y en a une qui a retenu mon attention, c'est « Comment allez-vous » Je vous la pose. Comment allez-vous? Très bien. C'est une aventure qui, j'espère, ne fait que commencer. En tout cas, on a fait une soirée hier avec tous les voyageurs. On était 40. Que des gens qui vont partir poser des questions. En parallèle à ça, on travaille sur un grand format d'exposition pour la fin de l'année, beaucoup plus large. Donc j'espère vraiment que c'est une aventure qui fait que commencer. Et la dernière question que je vous pose, c'est pas que je veuille vous prendre à votre propre piège, mais je m'en serais voulu de ne pas la poser. Si vous rencontriez aujourd'hui un extraterrestre et que vous deviez lui parler de la planète Terre, qu'est-ce que vous lui diriez? Je dirais qu'il faut qu'il vienne voir, que c'est extraordinaire, qu'il y a du bien et du mal, qu'il sera surpris en bien ou surpris en mal, mais que c'est une aventure extraordinaire à découvrir. L'aventure humaine, ça entend. Merci beaucoup, Cyril Bruyel, d'être venu jusqu'à nous. Fondateur de 20 Questions to the World, vous publiez Nous, humains, 20 questions posées. Depuis, la liste de ces questions s'est allongée à 750 personnes dans le texte, mais après, votre ONG en a interrogé davantage. Une façon de comprendre le monde beaucoup plus simplement, avec peut-être davantage d'humanité, si j'ai bien compris votre message. Merci beaucoup. C'était l'invité de Paris Direct, interview à retrouver sur le site france24.com. Restez sur notre chaîne. L'information continue.